L'histoire s'intitule Le géranium bleu. Lorsque j'étais ici l'an dernier, commença Sir Henry Claytoney, et puis il s'arrêta. Son hôtesse, Madame Bantry, le regarda avec curiosité. L'ex-commissaire de Scotland Yard avait été invité par ses vieux amis, le colonel et Madame Bantry, qui habitaient près de St. Mary Mead, à faire un séjour chez eux. Madame Bantry, la plume à la main, venait de lui demander quel était, à son avis, le 6e convive qu'elle pourrait prier à dîner le soir même. « Dites-moi, reprit Sir Henry, connaissez-vous une certaine Miss Marple ?» Madame Bantry, surprise, leva les sourcils. C'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait. « Si je connais Miss Marple ?»« Qui ne la connaît pas, mon cher? Le type même de la vieille demoiselle de roman, délicieuse mais absolument hors du temps. Aimeriez-vous que je lui demande de venir dîner? Cela vous surprend? Un peu, je l'avoue, je n'aurais jamais pensé que vous... Mais peut-être y a-t-il une explication? L'explication est très simple. Lorsque j'étais ici, l'an dernier, nous avions pris l'habitude de nous retrouver à 5 ou à 6 chez cette charmante vieille demoiselle pour discuter de mystères et de crimes inexpliqués. Raymond West, le romancier, était parmi nous. Nous racontions chacun à notre tour une histoire, dont seul le narrateur connaissait la solution. Ce n'était qu'un agréable prétexte pour exercer nos facultés de déduction, pour savoir quel était celui qui toucherait la vérité de plus près. Et alors, nous n'imaginions pas que Miss Marple participerait à la compétition, mais nous ne la laissâmes pas comprendre pour ne pas froisser les chers sentiments de la créature. Et voilà où la plaisanterie devint piquante. Ce fut elle qui, à chaque fois, trouva la solution exacte. Comment? Parfaitement. Elle filait droit sur la vérité comme un pigeon voyageur rentrant du nid. Mais c'était extraordinaire. La vieille chère Miss Marple n'est presque jamais sortie de St. Mary Mead. Oui, mais elle dit que cela lui a donné des occasions réitérées d'observer la nature humaine au microscope, en quelque sorte. Je suppose qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, admit Madame Bantry. On peut certainement mieux s'y rendre compte des travers des gens, mais je ne pense pas que nous ayons de véritables criminels parmi nous. Cependant, j'aimerais que nous lui proposions, après dîner, l'histoire du fantôme d'Arthur, et je lui serais bien reconnaissante si elle en trouvait la solution. Je ne savais pas qu'Arthur croyait aux fantômes. Oh, mais non, c'est bien ce qui le tourmente, d'autant que cette histoire est arrivée à l'un de ses vieux amis, George Pritchard, un homme des plus prosaïques, et qu'elle a été assez tragique pour lui. Ou bien cette histoire est vraie, ou bien quoi? Madame Bantry ne répondit pas, et 1 minute ou 2 après, elle remarqua sans logique apparente. « Vous savez, j'aime beaucoup George, tout le monde l'aime. On ne peut pas croire qu'il... Mais il arrive que les gens fassent des choses tellement bizarres. » Sir Henry hocha la tête. Il savait mieux que Madame Bantry les choses extraordinaires dont les hommes étaient capables. Et le soir même, Madame Bantry posait un regard satisfait sur ses convives encore assis autour de la table. Ils frissonnaient tous un peu, car la salle à manger, comme beaucoup de salles à manger anglaises, était glaciale. Mais son attention fut longuement sollicitée par la vieille dame assise, très droite à la droite de son mari. Miss Marple portait des mitaines en dentelle noire, un fichu de dentelle ancienne réchauffait ses épaules, et elle avait encore jeté une pointe de dentelle sur ses cheveux blancs. Elle parlait avec animation avec le vieux docteur Lloyd de l'hospice et des défauts de l'infirmière visiteuse. Madame Bantry s'émerveillait à nouveau en se demandant si Sir Henry avait voulu leur faire une bonne plaisanterie, mais rien ne semblait l'indiquer, ou si ce qu'il avait raconté au sujet de Miss Marple était vrai, aussi incroyable que cela paraisse. Le regard de la bonne dame glissa et se posa avec affection sur le visage légèrement congestionné de son mari. Le colonel parlait chevaux à la belle et populaire actrice Jane Elliot, plus belle encore, si c'était possible, à la ville que sur la scène. Jane ouvrait d'immenses yeux bleus et murmurait de temps en temps « Vraiment? Oh, pas possible!
Comme c'est extraordinaire. Elle ne connaissait rien aux chevaux, et elle s'en moquait éperdument. Arthur, dit madame Bantry, vous ennuyez la pauvre Jane. Laissez les chevaux tranquilles et racontez-lui plutôt votre histoire de fantôme. Vous savez, George Pritchard. Comment, Dolly? Oh, pardon, je ne me doutais pas. Sir Henry aussi veut l'entendre. Je lui en ai touché quelques mots ce matin, et il serait intéressant aussi d'avoir l'opinion de tous nos amis sur cette affaire. Oh oui, racontez, s'écria Jane, j'adore les histoires de fantômes. Tout chuta le colonel. Il hésitait visiblement. J'ai jamais cru au surnaturel, mais j'avoue que enfin, puisque Dolly pense que cette histoire peut vous intéresser, je n'ai pas le sentiment qu'aucun de vous ait eu l'occasion de rencontrer George Pritchard. C'est un homme épatant, comme il n'en a pas beaucoup. Sa femme, elle est morte à présent, la pauvre créature, ne lui a pas fait une existence facile, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était une demi-invalide, je crois, qu'elle était vraiment mal portante. Mais elle jouait beaucoup de son état de santé précaire pour tourmenter son entourage. Elle était capricieuse, exigeante, déraisonnable. Elle se plaignait du matin au soir. Georges devait toujours être à sa disposition. Tout ce qu'il faisait était mal, elle ne cessait de le maudire. Je suis convaincu que beaucoup d'hommes à sa place lui auraient rapidement fendu le crâne avec une hache. N'est-ce pas vrai, Dolly? C'était une femme épouvantable, appuya madame Bantry avec conviction. Si George Pritchard l'avait tuée, et s'il n'y avait pas eu de femme dans le jury, il aurait été triomphalement acquitté. Je ne sais pas très bien comment toute l'histoire a commencé, George ne l'ayant jamais très bien expliqué, mais j'ai cru comprendre que madame Pritchard avait toujours eu un faible pour les voyantes, diseuses de bonne aventure et autres tireuses de cartes. George n'y voyait pas d'inconvénient, mais il refusa toujours énergiquement de se laisser embrigader dans ce micmac, et c'était une autre cause de grief pour sa femme. Les infirmières se succédaient chez eux. Madame Pritchard ne pouvant plus les supporter au bout de quelques semaines, seule une jeune infirmière avait trouvé grâce à ses yeux, et pendant un certain temps, elle avait juré que par elle. Puis tout à coup, elle ne put plus la supporter et on la renvoya. Elle en prit une plus âgée, qui s'était occupée d'elle auparavant et qui savait s'y prendre avec les névrosés de sa sorte. Miss Copling, d'après George lui-même, c'était une femme compétente qui, en outre, ne se laissait pas émouvoir par les colères et les crises nerveuses de madame Pritchard. Madame Pritchard déjeunait habituellement seule dans sa chambre, tandis que George et l'infirmière déjeunaient à la salle à manger et décidaient de l'organisation de l'après-midi pour ne jamais laisser la malade seule. En principe, l'infirmière était libre de 2 à 4 heures. Mais, pour rendre service, comme on l'a dit, elle prenait ces 2 heures après le thé si Georges avait besoin d'être libre au début de l'après-midi. Un certain jour, elle dit qu'elle devait aller jusqu'à Golders Green pour voir une de ses sœurs et qu'elle rentrerait peut-être un peu plus tard. Le visage de Georges s'allongea, il avait projeté une partie de golf. Miss Copling le rassura déjà. « Notre absence ne sera pas remarquée, monsieur Pritchard, dit-elle avec une lueur amusée dans le regard. Madame Pritchard aura une compagnie beaucoup plus amusante que la nôtre. Et qui donc? Patientez une minute, répliqua l'infirmière, de plus en plus amusée. Que je ne commette pas d'erreur, Miss Pritchard attend très exactement Zarida, voyante extralucide de l'avenir. Oh, Seigneur, soupira Georges. Encore une nouvelle, n'est-ce pas? Oui, je crois que c'est Miss Carstairs, qui était ici avant moi, qui la lui a recommandée. Madame Pritchard ne l'a jamais vue. Elle m'a chargé de lui écrire pour lui fixer un rendez-vous pour cet après-midi. Eh bien, c'est parfait. Là-dessus, je vais faire ma partie, dit Georges qui s'en alla avec un sentiment de reconnaissance pour Zarida, voyante extralucide, qui le libérait pour un moment de sa terrible épouse. À son retour, il trouva madame Pritchard très agitée. Elle était comme toujours allongée sur son divan, tenant à la main un flacon de sel qu'elle portait fréquemment à ses narines. « Georges, s'écria-t-elle, dès qu'il ouvrit la porte de la chambre, qu'est-ce que je vous disais au sujet de cette maison? Dès que j'y suis entrée, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de mauvais. Vous l'ai-je déjà dit ou non? » Réfrénant son envie de répondre « Oui », Georges répliqua, « Je ne peux pas dire que je m'en souvienne, ma chère. »
Vous ne vous souvenez jamais de rien lorsque ça me concerne. Les hommes ont toujours le cœur extrêmement dur, mais je crois que vous êtes pire que la plupart de vos congénères. Allons, allons, ma chère Mary, vous êtes un peu injuste. Quoi qu'il en soit, cette femme a vu tout de suite ce que je vous ai dit. Elle a littéralement blêmi en franchissant le seuil de cette pièce, si vous voyez ce que je veux dire. Et elle s'est écriée « Je sens le malheur planer ici dedans, le malheur et le danger. » Très imprudemment, Georges éclata de rire. « Eh bien, vous en avez eu au moins pour votre argent cet après-midi. » Sa femme ferma les yeux et renifla longuement son flacon de sel. « Comme vous me détestez, vous ririez bien si je mourais. » Georges protesta et après un instant, elle reprit. « Vous pouvez rire. Je vous ai pourtant dit la vérité. Cette maison est très dangereuse pour moi. La femme l'a dit aussi. » Que vous a-t-elle raconté encore? Rien d'autre, elle était tellement bouleversée, mais en voyant les violettes qui étaient dans un vase, elle les a montrées d'un doigt tremblant et elle a crié « Enlevez-les, enlevez-les, pas de fleurs bleues. N'ayez jamais de fleurs bleues près de vous. Des fleurs bleues vous portent malheur. Souvenez-vous-en. Et rappelez-vous, ajouta Madame Pritchard, que j'ai toujours détesté le bleu. Cette couleur m'a toujours occasionné une répulsion instinctive. » Georges s'abstint avec prudence de remarquer que c'était la première fois qu'il entendait parler de la répugnance de sa femme pour le bleu. Il préféra lui demander à quoi ressemblait la mystérieuse Zarida, et Madame Pritchard la lui décrivit avec force détail. Elle avait les cheveux noirs enroulés en macarons autour des oreilles, les yeux mi-clos et très cernés. Un voile noir dissimulant sa bouche et son menton, elle parlait d'une voix chantante, avec un accent étranger espagnol, il me semble. « L'habituel boniment, en somme, » observa Georges avec bonne humeur. Sa femme ferma immédiatement les yeux. « Je me sens extrêmement mal, » murmura-t-elle. « Sonnez l'infirmière. La méchanceté me bouleverse, comme vous le savez que trop bien. » 2 jours plus tard, Miss Copling aborda Georges avec un regard soucieux. « Voudriez-vous monter voir Madame Pritchard? Elle a reçu une lettre qu'il a mise dans un affreux état. » Il trouva sa femme, la lettre encore à la main. Elle la lui tendit. « Lisez, dit-elle. » Georges prit la feuille de papier qui a été violemment parfumée et couverte d'une haute écriture tracée à l'encre noire, et lut. « J'ai vu dans l'avenir, je vous avertis avant qu'il ne soit trop tard. Méfiez-vous de la pleine lune, la prime vert bleu signifie avertissement, la rose trémière bleu danger, et le géranium bleu mort. » Georges aperçut à temps le clin d'œil que lui adressait l'infirmière. Elle lui fit signe d'être prudent, l'empêchant ainsi d'éclater de rire, et il se contenta de dire d'un ton embarrassé. « Cette femme essaie simplement de vous effrayer, Mary. De toute façon, la prime vert et le géranium bleu sont assez rares. » Mais Madame Pritchard commença à pleurer et dit que ses jours étaient comptés. L'infirmière suivit Georges sur le palier. « Quelle stupidité !» éclata-t-il. « Je le suppose aussi, » répondit-elle. Quelque chose le frappa dans le ton de cette fille, et il la regarda avec étonnement. « Vous ne croyez tout de même pas ?»« Non, non, monsieur Pritchard, je ne crois évidemment pas à la lecture de l'avenir. Ce qui m'intrigue, c'est la signification de cette histoire. Les diseuses de bonne aventure ne voient d'ordinaire que leur intérêt, alors que cette femme paraît effrayer Madame Pritchard gratuitement, si je puis dire. Je n'en comprends pas la raison. Et il y a autre chose. » « Quoi donc ?» Madame Pritchard dit que cette Zarida lui a vaguement rappelé quelqu'un sans pouvoir préciser sa pensée d'ailleurs. « Et alors, je n'aime pas du tout ça, monsieur Pritchard. Je ne me doutais pas que vous étiez aussi superstitieuse, Miss Copling. Je ne suis pas superstitieuse, mais je sais reconnaître une chose louche. » 4 jours plus tard survenait le premier incident. Mais il faut auparavant que je vous décrive la chambre de Madame Pritchard. « Mieux vaut que vous me laissiez faire, » intervint Madame Bantry. La pièce était tapissée d'un de ces nouveaux papiers où sont reproduits des bouquets de fleurs, l'ensemble voulant donner l'illusion d'un jardin. Quoique ce soit bien impossible, les fleurs n'étant pas toutes épanouies en même temps dans la nature comme on le représente sur les papiers peints. « Dolly, ma chère, ne laissez pas votre passion pour une horticulture exacte
vous entraînez loin de nous. Nous savons tous que vous êtes un jardinier hors ligne. Il n'en reste pas moins qu'il est absurde de mettre côte à côte des jacinthes, des narcisses, des lupins, des roses trémières et des pâquerettes. Certes, ce n'est pas scientifique, approuva Sir Henry. Mais pour en revenir à notre histoire, eh bien, parmi ces fleurs, il y avait des bouquets de primes verts jaunes, roses et... Mais continuez, Arthur, c'est votre histoire. Le colonel reprit donc la suite de son récit. Un matin, Madame Pritchard sonna violemment, alertant toute la maisonnée, qui arriva en courant, croyant qu'elle était au plus mal. Pas du tout, elle était simplement très excitée et désignait du doigt le mur sur lequel se détachait une prime vert bleu, au milieu des autres. « Oh, c'est terrifiant !» susurra Miss Ellie en faisant mine de frissonner. Georges et l'infirmière se posèrent la question de savoir si la prime vert bleu n'avait pas toujours été là. Mais Madame Pritchard ne voulut rien entendre. Elle ne l'avait jamais vue avant le matin même, et la nuit précédente avait été celle de la pleine lune. Elle était complètement bouleversée par cette coïncidence. Je rencontrai George Pritchard dans la journée, il me raconta l'affaire, coupa Madame Bantry. J'allais voir aussitôt sa femme, et je m'efforçai de prendre en riant toute l'affaire pour ramener à des plus justes proportions, mais sans succès. Je m'en retournai assez inquiète pour la pauvre femme, et je me souviens de m'être arrêtée pour bavarder avec Jean Instow. Je lui ai parlé naturellement de ma visite à Madame Pritchard. Jean est une fille très drôle, et elle me dit « Est-elle vraiment si bouleversée que ça ?» Je répliquai que Mary Pritchard était bien capable de mourir de peur. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi ridiculement superstitieux. Je n'ai pas oublié ma stupeur en entendant Jean me répondre d'un ton glacé. « Ne croyez-vous pas que ce serait ce qu'il pourrait arriver de mieux ?» Je sursautai presque, et elle sentit qu'elle m'avait choqué par son franc-parler, car elle poursuivit en me jetant un coup d'œil bizarre. « Vous n'aimez pas m'entendre parler ainsi, mais c'est la vérité. Quel usage Madame Pritchard fait-elle de sa vie? Rien du tout. Et c'est l'enfer pour George Pritchard de vivre avec une femme qui a éternellement peur de l'existence. Sa disparition serait ce qu'il pourrait lui arriver de mieux. » Je lui répliquai. « George a toujours été merveilleusement bon pour elle. »« Oui, il mérite bien une récompense, le pauvre cher, » reprit-elle. « Il est très bien, George. C'est ce que pensait aussi la précédente infirmière, elle qui était si jolie. Comment s'appelait-elle? Carstairs? D'ailleurs, toute la querelle entre Madame Pritchard et elle est venue de là. » Je n'aimais pas entendre Jean faire cette allusion, bien qu'on se soit évidemment demandé si... Madame Bantry hésita à poursuivre. « C'est toujours ainsi, ma chère, » remarqua alors Miss Marple avec un grand calme. « Est-ce que Miss Instow est une jolie fille? Je suppose qu'elle joue au golf. »« Oui, et elle est très sportive et excellente joueuse. Très jolie aussi. » Une peau fraîche, de beaux yeux bleus, graves. Nous avions toujours pensé d'ailleurs que si les circonstances avaient été différentes, George Pritchard et elle auraient été parfaits l'un pour l'autre. « Et ils étaient amis ?» demanda Miss Marple. « Oh oui, grands amis. »« Dolly, ma chère, me laisserez-vous continuer ?» questionna le colonel d'un ton malheureux. « Arthur est impatient de retourner vers ses fantômes, » dit Madame Bantry, résignée. « Je tiens ce qui suit de George lui-même, » enchaîna le colonel. Il ne fit aucun doute que Madame Pritchard attendit avec un trac fou la fin du mois. Elle avait marqué sur son calendrier le jour de la pleine lune, et cette nuit-là, elle eut tour à tour l'infirmière et Georges auprès d'elle, et elle leur fit examiner la tapisserie avec soin. Ils ne vinrent que des roses trémières, roses ou rouges, et lorsque Georges quitta la chambre, elle ferma la porte à clé. Et le matin, il y avait une grosse rose trémière bleue, s'écria Miss Elliot d'une voix toute joyeuse. Exactement, ou presque. On voyait au-dessus de sa tête une rose trémière bleue. Georges en resta pantois, mais il se refusa à prendre la chose au sérieux, et il prétendit que toute l'histoire n'était qu'une farce, sans vouloir tenir compte de la porte fermée à clé et du fait que sa femme avait découvert ce changement avant même que quiconque, y compris l'infirmière, ne soit entré.
Ce phénomène inexplicable avait certes déconcerté George et le rendit plus intransigeant que d'ordinaire devant les caprices de Mary. Sa femme voulait quitter la maison. Il refusa. Pour la première fois de sa vie, il était tenté de croire au surnaturel, mais il ne voulait pas l'admettre. Il abondait en général dans le sens de sa femme, mais cette fois-là, il ne céda pas. Mary n'allait pas se rendre ridicule, dit-il. Toutefois, cette histoire n'était qu'une stupidité. Et un mois passa. Madame Pritchard éleva moins de protestations et récrimina moins qu'on ne s'y serait attendu. Je pense qu'elle était superstitieuse au point de croire qu'elle ne pouvait échapper à son destin. Elle répétait sans cesse la prime vert bleu, avertissement, la rose trémière bleue, danger, le géranium bleu, mort. Et elle voulut être couchée de manière à voir le bouquet de géranium rose pâle qui se trouvait près de son lit. Toute cette histoire avait éprouvé les nerfs de tout le monde, y compris ceux de l'infirmière, qui alla trouver George 2 jours avant la pleine lune d'emmener Madame Pritchard. Mon ami se mit en colère. Alors même que toutes les fleurs de ce sacré mur seraient changées en diable bleu, ceci ne tuerait personne, cria-t-il. Certainement que si l'émotion a déjà tué plus d'un individu. C'est stupide. George a toujours eu une sale tête de cochon difficile à manier. Je crois qu'il était convaincu en secret que sa femme était l'auteur de ces modifications, répondant à quelques plans morbides et hystériques. Et enfin la nuit fatidique arriva. Madame Pritchard ferma sa porte comme d'habitude. Elle était très calme, l'esprit simplement excité par la curiosité en quelque sorte. L'infirmière était au contraire inquiète de son état et voulut lui faire une piqûre stimulante, une injection de strychnine, mais elle refusa. Dans un certain sens, je crois qu'elle s'amusait vraiment. George en eut d'ailleurs le même sentiment. Je pense que c'est très possible, remarqua Madame Bantry. Une espèce de charme a plané sur toute cette affaire. Le lendemain matin, il n'y eut pas de violents coups de sonnette. D'habitude, Madame Pritchard se réveillait vers les 8 heures. Ne l'entendant pas bouger, l'infirmière alla frapper à sa porte à 8h30. N'obtenant pas de réponse, elle courut chercher George et insista que la serrure soit forcée. Ce qui fut fait. Un regard suffit à Miss Coupling pour juger de l'état de la silhouette immobile, allongée sur le lit, et elle envoya George téléphoner au médecin. Mais il était trop tard. Il y avait au moins 8 heures que Madame Pritchard était morte. Ses flacons de sel avaient roulé sur les draps, à côté de sa main, et sur le mur à côté d'elle, l'un des géraniums rose pâle avait tourné au bleu foncé. « Horrible !» murmura Miss Ellie en frissonnant. Sir Henry fronça les sourcils. « Rien d'autre ?» Le colonel Bantry secoua la tête, mais Madame Bantry dit vivement. « Le gaz. »« Quel gaz ?» demanda Sir Henry. Lorsque le docteur arriva, il y avait une légère odeur de gaz dans la chambre, et il découvrit que le robinet de gaz était mal fermé dans la cheminée. Mais si peu que ça ne comptait pas. M. Pritchard et l'infirmière n'avaient-ils rien senti en entrant dans la chambre? L'infirmière, oui, mais pas M. Pritchard. Il avait éprouvé un malaise, mais il l'avait mis sur le compte de l'émotion, ce qui était probable. De toute façon, il ne pouvait être question d'un empoisonnement par le gaz, l'odeur étant à peine perceptible. Et c'est la fin de l'histoire? Pas exactement. On commença à bavarder. Les domestiques avaient entendu si souvent Madame Pritchard accuser son mari de la détester et lui crier qu'il se réjouirait de sa mort, elles le répétèrent. Elles dirent aussi que Madame Pritchard avait crié un jour, peu avant de mourir, alors que son mari refusait à nouveau de quitter la maison. « Très bien, j'espère que lorsque je serai morte, tout le monde comprendra que vous m'avez tuée. » Et la malchance s'en mêlant, on avait vu mon ami, la veille au décès, répandre du désherbant dans les allées du jardin. L'une des jeunes servantes qui l'avait regardé avait remarqué qu'il avait monté ensuite un verre de lait chaud à sa femme. Les commérages allèrent bon train. Le certificat du médecin, je n'en connais pas exactement les termes, devait porter l'une de ces vagues formules médicales qui ne signifiaient pas grand-chose. Choc, syncope, embolie. Bref, il n'y avait pas un mois que la pauvre dame était dans sa tombe, que l'autopsie fut ordonnée et que l'exhumation eut lieu. Et je me souviens que le résultat de l'autopsie fut négatif,
remarqua Sir Henry d'une voix grave. Pour une fois, il y avait eu de la fumée sans feu. Toute cette affaire est vraiment mystérieuse, dit madame Bantry. Tenez, par exemple, on n'a retrouvé aucune trace de cette Zarida. Personne ne la connaissait à l'adresse où elle était supposée habiter. Elle a surgi du brouillard, et du brouillard qui est parfois bleu. Elle y est rentrée, appuya le colonel. Il y a mieux encore, poursuivit sa femme. La petite, Miss Carstairs, qui avait soi-disant recommandé cette coquine, n'avait jamais entendu parler d'elle. Chacun se regarda perplexe. C'est vraiment une affaire mystérieuse, observa le docteur Lloyd. Il arrive qu'on puisse parfois hasarder des conjectures ici. Il hocha sa tête. Est-ce que M. Pritchard a épousé Miss Instow demanda alors Miss Marple de sa voix douce. Pourquoi demandez-vous cela s'enquit Sir Henry. Miss Marple ouvrit tout grand ses yeux bleus illuminés de bonté. Cela me semble très important. Se sont-ils mariés? Le colonel Bantry secoua la tête. Eh bien, à vrai dire, nous nous y attendions. Mais il y a 18 mois à présent que Madame Pritchard est morte, et nous avons l'impression qu'ils ne se voient presque plus. C'est très important, murmura Miss Marple. Vous pensez donc la même chose que moi, s'écria madame Bantry. Vous pensez que... Dolly, protesta le colonel. Ce que vous allez dire est inadmissible. On ne peut accuser personne sans même l'ombre d'une preuve. Ne soyez pas si timoré en quelque sorte, Arthur. Les hommes ont toujours trop peur de s'avancer. Nous sommes de toute façon entre nous ici et je peux bien exprimer ma pensée. Je me suis demandé s'il n'était pas possible, simplement possible, que Jean Instow se soit déguisée pour rire en diseuse de bonne aventure. Je n'ai pas pensé une seule seconde qu'elle ait voulu faire du mal à la pauvre madame Pritchard, mais qu'elle avait peut-être joué cette comédie pour s'amuser et que madame Pritchard avait été assez folle pour mourir de peur. Bref, c'est ce que voulait dire Miss Marple, n'est-ce pas? Non, ma chère, pas tout à fait. Voyez-vous, si je voulais tuer quelqu'un, ce à quoi je ne pourrais même pas penser pendant une minute, parce que ce serait très méchant et que, en outre, je n'aime pas tuer, même pas les guêpes, bien que je sache qu'il faille le faire, et que je suis sûr que le jardinier les supprime aussi humainement que possible. Voyons, qu'est-ce que je disais? Si vous vouliez tuer quelqu'un, souffla Sir Henry. Ah, oui. Eh bien, si je voulais tuer, je ne me bornerai pas à effrayer. Je sais bien qu'on lit dans tous les journaux les gens qui meurent de peur, mais il me semble que c'est assez aléatoire, et les gens les plus nerveux sont quelquefois beaucoup plus braves qu'on ne l'imagine. Je ferai quelque chose de définitif, et j'établirai d'abord un plan mûrement réfléchi. Miss Marple, s'écria Sir Henry en riant, vous m'effrayez. J'espère que vous ne souhaiterez jamais vous débarrasser de moi. Vos plans seraient trop parfaits. La vieille demoiselle lui jeta un regard lourd de reproche. J'espérais que j'avais bien précisé que je ne voudrais jamais accomplir une action pareille. Non, j'essayais simplement de me mettre à la place de une certaine personne. Vous voulez parler de George Pritchard? Demanda le colonel Bantry. Je n'ai jamais cru que George, quoique souvenez-vous, l'infirmière en était convaincue, je l'ai revu un mois plus tard, à l'époque de l'exhumation. Elle ne savait pas comment cela avait pu se produire. En fait, elle ne voulait rien dire, mais il était visible qu'elle tenait Georges pour responsable de la mort de sa femme d'une manière ou d'une autre. Peut-être ne se trompait-elle pas. Souvenez-vous qu'une infirmière sait souvent. Elle ne peut pas parler. Elle n'a pas de preuves, mais elle sait. Sir Henry se pencha en avant. « Continuez, Miss Marple, dit-il d'un ton persuasif. Vous vous perdez dans les nues. Ne voulez-vous pas nous dire ?» Miss Marple ouvrit de grands yeux et ses joues rosirent. « Je vous demande pardon, j'étais en train de penser à notre infirmière visiteuse. Un problème très délicat. Plus difficile que le problème du géranium bleu. Tout dépend en fait des primes verts. Madame Bantry nous a dit qu'il y en avait des jaunes et des roses. Si une prime vert rose est devenue bleue, cela s'ajuste parfaitement. Mais s'il s'agit d'une jaune... C'était une rose, précisa madame Bantry. Elle regarda fixement Miss Marple. Et tout le monde en fit autant. Alors, tout semble coïncider, dit celle-ci en hochant la tête, d'un air de regret.
et la saison des guêpes et tout le reste, et naturellement le gaz. Cela vous rappelle, je parie, quelque tragédie villageoise, dit Sir Henry. Non, pas une tragédie, et rien de criminel dans tous les cas. Je pense surtout aux petits ennuis que nous avons eus avec les infirmières visiteuses. Après tout, les infirmières sont des créatures humaines, et elles doivent toujours être si strictes dans leur comportement, porter les cols blancs si désagréables, et être à la discrétion des familles. Eh bien, peut-on s'étonner que des choses semblables arrivent parfois? Une lueur se fit jour dans l'esprit de Sir Henry. Vous voulez parler de Miss Carstairs? Non, pas de Miss Carstairs, mais de Miss Copling. Elle avait déjà été dans cette famille et très attirée par Monsieur Pritchard, qui est un homme très plaisant d'après ce que vous m'avez dit. Sans doute s'était-elle imaginé, la pauvre créature. Enfin, nous n'avons pas à entrer dans ces détails. Je suppose qu'elle n'était pas au courant au sujet de Miss Instow, et ensuite, lorsqu'elle la découvrit, elle s'était retournée contre lui et a essayé de lui faire tout le mal possible. Bien entendu, la lettre l'a trahi, n'est-ce pas? Quelle lettre? Eh bien, voyons, elle avait écrit à la diseuse de bonne aventure à la demande de Madame Pritchard, et cette femme se présenta apparemment en réponse à la lettre. Mais plus tard, on découvrit que cette personne n'avait jamais habité à cette adresse. Cela a tout de suite révélé que Miss Copling était mêlée à cette histoire. Elle était seule à prétendre qu'elle avait écrit. De là à déduire qu'elle était elle-même la diseuse de bonne aventure. La lettre était un fait important, auquel je ne m'étais pas arrêté, avoua Sir Henry. C'était un risque à courir que de se déguiser de la sorte, continua Miss Marple. Madame Pritchard aurait pu la reconnaître, bien évidemment. Dans ce cas, cette femme aurait prétendu qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Qu'est-ce que vous avez voulu dire, demanda Sir Henry, lorsque vous avez remarqué que si vous aviez été une certaine personne, vous ne vous seriez pas fié à la peur? Parce que ce n'est pas un moyen certain. À mon avis, les avertissements et les fleurs bleues n'ont pas été autre chose que ce qu'on appelle dans l'armée un simple camouflage. Et quel a été le véritable moyen? Excusez-moi si j'en reviens aux guêpes, mais je me souviens que lorsque j'ai vu le jardinier mélanger dans une bouteille du cyanure de potassium et de l'eau, j'ai pensé au sel. Donc si on remplace dans un flacon de sel la véritable composition par du cyanure, ma foi, la pauvre dame se servait beaucoup de son flacon. On l'a retrouvé d'ailleurs pas loin de sa main, d'après ce que j'ai entendu. L'infirmière a opéré la substitution des flacons pendant que M. Pritchard est allé téléphoner au médecin, mais elle a imperceptiblement ouvert le gaz pour dissimuler l'odeur d'amande dans le cas où quelqu'un aurait éprouvé un malaise, et j'ai entendu dire que le cyanure ne laisse aucune trace si l'on attend assez longtemps. Mais je peux me tromper, et le flacon contenait peut-être autre chose. Cela n'a d'ailleurs pas beaucoup d'importance, n'est-ce pas? La vieille demoiselle se tut, un peu hors d'haleine. Jane Elliot se pencha vers elle et demanda: « Mais le géranium bleu et les autres fleurs? Les infirmières ont toujours du papier de tournesol pour vérifier. N'insistons pas. J'ai eu moi-même l'occasion de donner quelques soins et je suis au courant. » Elle rosit. Le bleu devient rouge sous l'action des acides et le rouge tourne au bleu sous l'action des alcalis. Il est très facile d'appliquer une pâte de tournesol sur une fleur rouge, près du lit, naturellement, et ensuite, lorsque la pauvre dame utilisait ses sels, les fortes vapeurs de l'ammoniac faisaient virer au bleu la fleur traitée. Vraiment très ingénieux. Bien entendu, le géranium n'était pas bleu lorsqu'ils se sont tous précipités dans la chambre, et personne n'y a fait attention pour le moment. Lorsque l'infirmière a changé les flacons, cela a été un jeu pour elle d'approcher pendant 1 minute des sels d'ammoniac du papier mural. « C'est exactement comme si vous aviez assisté à la scène, Miss Marple, » dit Sir Henry. « Ce qui me tourmente, continua celle-ci, c'est le pauvre monsieur Pritchard et cette gentille fille, Miss Eastow. Je suppose qu'ils se soupçonnent mutuellement et qu'ils se tiennent sur la réserve. Et la vie est si courte. » Elle hocha la tête. « Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter plus longtemps, dit Sir Henry.
car il se trouve que j'ai une petite information qui vous fera plaisir. On vient d'arrêter une infirmière accusée d'avoir assassiné un malade âgé qui lui avait fait un leg avec du cyanure de potassium substitué à des sels. L'infirmière Copeland avait tenté le même subterfuge. Miss Eastoe et M. Pritchard n'ont plus à se soupçonner désormais. N'est-ce pas merveilleux? S'écria Miss Marple. Je ne veux pas dire le nouveau meurtre, bien sûr. C'est triste, très triste, et montre combien il y a de la méchanceté dans le monde, et que si une fois vous trébuchez, ce qui me rappelle que je dois reprendre avec le docteur Lloyd ma petite conversation au sujet de l'infirmière visiteuse. Fin.